Je vais me venger. Les phares du camion perçaient l'obscurité comme des accusations. Je faisais ces livraisons de nuit pour Saint-Augustin depuis 3 ans, et quelque chose n'allait pas avec la cargaison de ce soir. Le manifeste de cargaison indiquait 40 boîtes de conserve. J'en ai compté 62. Wade, tu réfléchis trop, murmurai-je en passant le semi-remorque en 4e vitesse. L'autoroute s'étirait devant moi, vide comme l'était devenu mon mariage. Caroline dormait probablement à cette heure-ci, rêvant de ce qui la faisait sourire ces temps-ci. Ce n'était sûrement pas moi. La radio crépita. Unité 7, ici la base. Répondez. J'attrapais la CB. Ici Wade. Allez-y, changement de plan. Prenez la route 19 au lieu de l'autoroute. Travaux devant. Des travaux à 2 heures du matin. J'avais pris cette route 100 fois. Aucun travail n'était prévu, mais je pris la sortie quand même, car c'est ce que font les bons soldats. On suit les ordres. On ne pose pas de questions. Les boîtes dans la remorque se décalèrent tandis que je naviguais sur la route sinueuse. Quelque chose de métallique s'entrechoqua à l'intérieur. Les conserves ne font pas ce bruit. 20 minutes plus tard, je me garais sur le parking de l'église. La berline noire du père Kellerman était là, le moteur encore chaud. Il émergea de l'ombre comme s'il m'avait attendu. Pile à l'heure, Wade, dit-il, sa voix portant cette autorité douce qui faisait soupirer les ménagères pendant le service du dimanche. Comment s'est passé le trajet? Sans incident, dis-je en descendant de la cabine. Vous voulez me dire pourquoi nous utilisons des chemins de traverse maintenant? Son sourire ne vacilla pas, la sécurité avant tout. Ces dons sont une précieuse cargaison. Précieuse cargaison, n'est-ce pas? Je l'aidai, ainsi que 2 autres hommes que je ne connaissais pas, à décharger les boîtes. Ils travaillaient avec l'efficacité de gens qui avaient déjà fait ça. Les boîtes allèrent directement à la cave de l'église, pas à la banque alimentaire où elles auraient dû être. À la même heure la semaine prochaine, demanda Kellerman. C'est le programme. Il me serra la main, la retenant un peu trop longtemps. Mes salutations à Caroline. Elle a été une véritable bénédiction pour notre congrégation. La façon dont il prononça son nom me donna la chair de poule, comme s'il savourait quelque chose de doux. Je rentrai chez moi à travers l'obscurité de l'aube, les questions se multipliant dans ma tête comme des cellules cancéreuses. Quand je me garai dans notre allée, la voiture de Caroline était là, mais le moteur tournait encore. Elle était sortie. À 2h30 du matin, je restai assis dans le camion un long moment, fixant notre maison. La lumière du porche était allumée, projetant de longues ombres sur la pelouse. Tout semblait normal, paisible même. Mais normal n'était qu'un autre mot pour mensonge. À l'intérieur, Caroline était au lit, respirant au rythme profond et régulier de quelqu'un qui dormait depuis des heures. Ses cheveux étaient parfaits sur l'oreiller. Trop parfaits, comme si elle les avait arrangés. Je restai dans l'embrasure de la porte à la regarder, et pour la première fois en 20 ans de mariage, j'eus l'impression de regarder une étrangère. Le lendemain matin, Caroline fredonna en préparant le café. Elle ne fredonnait que lorsqu'elle était heureuse. Et je ne me souvenais pas de la dernière fois où je lui avais donné une raison d'être heureuse. « Bien dormi ?» demanda-t-elle, sans lever les yeux du journal. « Comme un bébé. » Je m'assis en face d'elle. « À quelle heure es-tu rentré hier soir ?» Sa main s'arrêta au-dessus de sa tasse de café pendant une fraction de seconde. « Rentré ?» J'étais là toute la soirée. J'ai regardé cette émission de cuisine que tu détestes. Ça a dû être un bon épisode. Tu riais encore dans ton sommeil. Elle me regarda alors et je vis quelque chose scintiller dans ses yeux. Peur, culpabilité. Je ne me souviens pas avoir rêvé. Après qu'elle soit partie pour son club de lecture, je me mis au travail sur son ordinateur portable. Caroline se croyait douée en informatique, mais la formation en renseignement militaire à la vie dure. Il me fallut 20 minutes pour contourner son mot de passe et installer un enregistreur de frappe. Le dossier des messages supprimés était une mine d'or. J'ai hâte de te voir ce soir. Endroit habituel. Caroline. Wade travaille encore tard. Timing parfait. Bientôt, nous n'aurons plus à nous cacher. Caroline, promets-moi que ça en vaudra la peine. Fais-moi confiance, je ne t'ai jamais laissé tomber. Ce devait être Darius. J'imprimai tout et stockais les originaux sur une clé USB.
Puis je me rendis à Radio Shack et achetai la plus petite caméra de surveillance qu'ils avaient. Les magasins de surplus militaire étaient meilleurs pour ce genre de choses, mais je ne pouvais pas risquer que quelqu'un se souvienne de mon visage. Saint-Augustin était vide, à l'exception de Madame Henderson qui arrangeait des fleurs. Je hochai poliment la tête et me dirigeai vers le confessionnal. Le vieux box en bois craqua lorsque je m'agenouillai à l'intérieur, mais le son fut couvert par le fredonnement faux de Henderson. L'installation de la caméra prit 30 secondes. Je la positionnai derrière la croix sculptée, inclinée pour capturer les deux côtés du box. Si Kellerman utilisait cet endroit pour des réunions privées, je le saurais. Ce soir-là, Caroline s'habilla pour le dîner avec un soin inhabituel. Elle changea de tenue 3 fois avant de se décider pour une robe bleue qui épousait ses formes. La même robe qu'elle avait portée lors de notre anniversaire 5 ans auparavant. « Tu es magnifique, dis-je, sincèrement. Même la trahison ne pouvait changer le fait que ma femme était superbe. Merci. » Elle m'embrassa la joue, ses lèvres fraîches sur ma peau. « Ne m'attends pas. Les filles veulent essayer ce nouveau bar à vin. » « Quelles filles ? » ?»« Suzanne et Janet. Tu sais comment elles sont quand elles commencent à cancaner. Je connaissais Suzanne et Janet. Je savais aussi qu'elles étaient toutes les deux hors de la ville, rendant visite à de la famille. Caroline avait oublié ses propres mensonges. Après qu'elle soit partie, je m'assis dans mon bureau, fixant les messages imprimés. 23 ans de mariage, et tout se réduisait à des messages textes supprimés et des caméras de surveillance. Une partie de moi voulait la confronter, exiger la vérité, me battre pour ce que nous avions construit ensemble. Mais une plus grande partie de moi voulait la voir brûler. Les images de surveillance du confessionnal étaient meilleures que je ne l'espérais. Audio et vidéo haute définition grâce à la récente rénovation de l'église. Caroline et Kellerman s'y rencontraient depuis des mois. Je les regardais sur mon ordinateur portable, leur voix cristalline dans mes écouteurs. « Ça devient dangereux, Darius, » dit Caroline, le visage rougi d'excitation. Wade pose des questions sur les livraisons. Laisse-le faire. C'est un bon soldat. Il suit les ordres sans réfléchir. Les mains de Kellerman se posèrent sur sa taille. D'ailleurs, nous avons presque fini. Une livraison de plus et nous aurons assez pour disparaître. Qu'en est-il de Madison ? Je ne peux pas simplement abandonner ma fille. Elle comprendra un jour, quand elle sera plus âgée. Et si ce n'est pas le cas, Kellerman la serra contre lui. Alors elle apprendra à vivre avec la déception comme tout le monde. La cruauté désinvolte dans sa voix me fit serrer la mâchoire. Cet homme avait baptisé ma fille, nous avait conseillé pendant les périodes difficiles de notre mariage, avait dîné à notre table, et il planifiait de détruire notre famille sans une seconde pensée. J'avançai rapidement dans d'autres de leurs réunions, documentant chaque détail. Ils utilisaient mes itinéraires de livraison pour faire passer en contrebande quelque chose d'assez précieux pour financer leur fuite. Des pilules, très probablement. Les écarts de poids et les sons métalliques prenaient tout leur sens maintenant. Mais j'avais besoin de preuves. Des preuves irréfutables qui les enterreraient tous les deux. Entrer dans la sacristie de l'église demandait de la patience. J'attendis jusqu'au jeudi soir, quand Kellerman dînait chaque semaine avec l'évêque. Caroline pensait que je jouais au poker avec mes vieux copains de l'armée. Au lieu de cela, je crochetais la serrure de la porte de la sacristie avec des outils que je n'avais pas utilisés depuis le Moyen-Orient. Le bureau était ordonné et organisé, exactement ce qu'on attendrait d'un homme de Dieu. Mais le classeur verrouillé dans le coin racontait une autre histoire. À l'intérieur, je trouvais des registres comptables documentant des paiements d'une chose appelée « Shepherd's Transport », des montants qui correspondaient exactement à mes dates de livraison. Il y avait des cartes routières, des listes de contacts et des relevés bancaires montrant des dépôts de 50 000 $ chaque mois. Au bas de la pile, je trouvais une clé USB étiquetée « Assurance ». Les fichiers sur la clé étaient cryptés, mais j'avais appris quelques trucs sur la sécurité informatique pendant mes années militaires. Il me fallut 3 heures pour craquer le mot de passe, le nom de jeune fille de Caroline, naturellement. À l'intérieur se trouvaient des photographies de bordereaux de dépôts bancaires, des manifestes d'expédition et des conversations enregistrées sur ce qui ressemblait à une application téléphonique. Kellerman avait tout documenté. Assurance, l'avait-il appelé. Homme intelligent. Il savait que ses partenaires pourraient le trahir, alors il s'était préparé à toute éventualité, sauf la mienne. Je copiai tout sur ma propre clé et remis l'original à sa cachette. Puis je créai une nouvelle clé USB, l'étiquetai
les saints n'ont pas besoin de pardon, et y charger les preuves les plus accablantes. Alors que je aime. Me préparer à partir, j'entendis des pas dans le couloir. J'éteignis ma lampe de poche et m'accroupis derrière le bureau, retenant mon souffle. La porte de la sacristie s'ouvrit. Je sais que quelqu'un est passé par ici, la voix de Kellerman était à peine un murmure. Je sens de l'après-rasage. La même marque que Wade utilise. Mon sang se glaça. Il savait. Vous êtes sûr? La voix de Caroline. Elle était là aussi. La serrure du classeur a de nouvelles éraflures. Quelqu'un l'a crocheté ce soir. Il se rapprocha de l'endroit où je me cachais. Wade est plus astucieux que je ne le pensais. Que faisons-nous? Rien. Laissons-le croire qu'il est subtil. Des hommes comme Wade ont besoin de se sentir en contrôle. Le son de papier qui froisse. S'il a trouvé les registres, il a trouvé les dépôts. Mais il ne connaît pas encore la véritable opération. Devrions-nous avancer le calendrier? Encore une livraison, puis nous disparaissons. Ces pas se dirigèrent vers la porte et Wade Mercer devint le problème de quelqu'un d'autre. Ils partirent et j'attendis 10 minutes de plus avant de bouger. Mes mains tremblaient tandis que je fermais la porte de la sacristie derrière moi. Il savait que j'enquêtais, mais il ne savait pas tout ce que j'avais découvert. Cela me donnait un avantage. Il était temps de l'utiliser. Je passais le vendredi à planifier. Les opérations militaires exigeaient de la patience, du timing et la capacité de penser 3 coups d'avance sur votre ennemi. Caroline et Kellerman avaient commis leur première erreur en me sous-estimant. Ce serait la dernière. Samedi soir, je préparais le dîner. Saumon grillé aux asperges, le plat préféré de Caroline. J'ouvris même une bouteille du vin que nous gardions pour notre anniversaire. C'est délicieux, dit-elle en s'installant sur sa chaise. Quelle est l'occasion? Un homme n'a-t-il pas le droit d'apprécier sa femme? Je versai le vin, laissant mes doigts effleurer les siens en lui tendant le verre. J'ai pensé à nous dernièrement, à ce qui est important. Son sourire était radieux, sincère. Un instant, j'ai presque retrouvé la raison pour laquelle je l'avais aimé. Je suis contente. J'étais inquiète que tu sois distant dernièrement. Le stress du travail. Tu sais comment c'est. Je levai mon verre au nouveau départ. Nouveau départ. Elle cogna son verre contre le mien. Nous mangeâmes en silence confortable, comme le font les couples qui sont ensemble depuis assez longtemps pour lire l'humeur de l'autre. Sauf qu'elle ne pouvait plus lire la mienne. L'homme qu'elle avait épousé l'aurait confronté maintenant, aurait exigé des explications, aurait probablement jeté des plats contre le mur. Cet homme était différent. Cet homme planifiait. J'ai une surprise pour toi, dis-je au dessert. Tu te souviens de cette retraite spirituelle dont tu as parlé? Celle dans les montagnes. Sa fourchette s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Celle à Saint-Michel? Je t'ai réservé un week-end là-bas. De vendredi prochain à dimanche. Je souris. Tu as tellement travaillé avec les comités de l'église. Tu mérites un peu de temps pour réfléchir. Wade, c'est... Elle posa sa fourchette. C'est incroyablement attentionné, mais es-tu sûr que ce n'est pas cher? Tu le vaux bien. De plus, ça me donnera du temps pour rattraper certains projets à la maison. Elle se pencha à travers la table et m'embrassa, ses lèvres douces et chaudes. Je t'aime. Je t'aime aussi. Les mots vinrent facilement. Ils étaient même vrais à leur manière. L'amour et la haine n'étaient pas des contraires. Ils étaient des partenaires de danse. Après le dîner, Caroline appela le centre de retraite pour confirmer sa réservation. J'écoutais depuis la cuisine alors qu'elle parlait à la réceptionniste, sa voix brillante d'anticipation. Elle pensait qu'elle aurait un week-end de prière et de méditation. Au lieu de cela, elle allait passer un week-end loin de son amant pendant que je mettais les dernières pièces de mon plan en marche. Tout est prêt, dit-elle en raccrochant. Ils ont une place. Je n'arrive pas à croire que ça se soit passé si parfaitement. Parfois les choses se mettent simplement en place. Je chargeai les dernières assiettes dans le lave-vaisselle. C'est comme le destin. Cette nuit-là, tandis que Caroline dormait à mes côtés, je fixais le plafond et pensais au pardon. L'Église enseignait que tout le monde méritait une seconde chance, que la rédemption était toujours possible. Le père Kellerman prêchait la miséricorde chaque dimanche, sa voix résonnant de conviction. Mais certains péchés ne pouvaient être pardonnés. Certaines trahisons coupaient trop profondément pour guérir.
Au matin, j'avais pris ma décision. Caroline et Kellerman voulaient disparaître ensemble. Je les avais aidés, mais pas de la manière dont ils s'y attendaient. Lundi matin, je passai 3 coups de fil. Le premier fut à Don Carvé et Vic Santos. 2 gars de mon ancienne unité qui ne s'étaient jamais vraiment adaptés à la vie civile. Ils géraient maintenant une petite entreprise de sécurité, principalement du travail de garde du corps privé pour des hommes d'affaires qui s'étaient fait les mauvais ennemis. Wade Mercer. La voix de Don était rauque à cause des années de cigarettes. Pas de nouvelles depuis des mois. Quelle est l'occasion? J'ai besoin d'une faveur. Le genre qui paie bien et qui n'a jamais eu lieu. J'écoute. Jeudi soir. J'ai besoin de 2 gars pour mettre en scène un détournement. Faites en sorte que ça paraisse réel, mais personne ne doit être blessé. À quel point réel, on parle? Assez réel pour tromper la police. Je m'occuperai des détails. Je lui donnai le lieu et le calendrier. 5 000 chacun. En liquide. Pas de question. Don resta silencieux un instant. C'est à propos de ta femme. C'est à propos de la justice. La justice? Il ricana. Je n'avais pas entendu ce mot depuis un moment. D'accord, attends. On le fera. Mais si ça tourne mal, cette conversation n'a jamais eu lieu. Compris. Le deuxième appel fut à un magasin d'électronique dans le comté voisin. J'avais besoin de téléphones jetables intraçables et d'un brouilleur GPS pour mon camion. Le genre d'équipement qui ne pouvait être relié à moi. Le troisième appel fut le plus difficile. Madison était à l'université, mais elle méritait de savoir que quelque chose se passait, même si je ne pouvais pas lui expliquer toute la vérité. Papa. Sa voix était claire et jeune, innocente. Tout va bien? Tu n'appelles jamais en semaine. Tout va bien, ma chérie. Je voulais juste entendre ta voix. Je m'assis lourdement sur ma chaise. Comment se passent les cours? Ennuyeux. Le professeur Williams nous fait lire Hamlet pour la 3e fois. Elle rit. Je n'arrête pas de penser à la façon dont tu m'aidais avec mes essais. Tu te souviens, tu disais que Shakespeare comprenait les gens mieux qu'ils ne se comprenaient eux-mêmes. Un homme intelligent, Shakespeare. Il savait que tout le monde a des secrets. Papa, tu as l'air bizarre. Tu es sûr que tout va bien? Juste fatigué. Écoute, Madison, je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, ta mère et moi t'aimons énormément. Nous ne faisons peut-être pas toujours les bons choix, mais nous avons toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour toi. Là, tu me fais peur. Que se passe-t-il? Rien ne se passe. Je suis juste sentimental. Je forçai un sourire dans ma voix. Va étudier. Rends ton vieux fier. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, princesse. Après avoir raccroché, je restai assis dans le silence de mon bureau, entouré de 23 ans de photos de famille. Les premiers pas de Madison. Caroline dans sa robe de mariée. Les matins de Noël où nous avions tous cru aux fins heureuses. Ces personnes sur les photographies étaient des étrangers. Maintenant, l'homme que j'étais devenu était quelqu'un qu'ils ne reconnaîtraient pas. Jeudi soir arriva, gris et froid, avec le genre de bruine constante qui rendait tout terne et désespéré. Un temps parfait pour ce que j'avais prévu. Caroline était partie pour sa retraite ce matin-là avec une valise pleine de vêtements et un cœur rempli d'une culpabilité qu'elle était trop égoïste pour reconnaître. À cette heure-ci, elle avait probablement appelé Kellerman pour annuler leur rendez-vous habituel. Elle serait déçue de manquer leur temps ensemble. Elle serait plus déçue quand elle réaliserait ce que ce week-end allait vraiment lui coûter. Je chargeai mon camion à l'église comme d'habitude, mais cette fois, je savais exactement ce qu'il y avait dans ces boîtes. Le brouilleur GPS s'activa dès que je quittais le parking, créant une zone morte qui rendrait impossible de suivre ma position exacte. Don et Vic attendaient à l'endroit convenu, un tronçon d'autoroute entouré de bois dense. Ils avaient bien travaillé. Cagoule, vêtements sombres, un pistolet d'apparence réaliste qui tirait à blanc. Même moi, j'aurais pu croire que c'était réel si je ne l'avais pas planifié moi-même. Tu es sûr de ça, Wade? Demanda Vic à travers son masque. Une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour en arrière. Je suis sûr. Je lui tendis le scénario que nous avions répété. Rappelez-vous, ça doit avoir l'air authentique. La police enquêtera sur chaque détail. Et la cargaison? Laissez-la.
Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ils hochèrent la tête et prirent leur position. Je remontai dans le camion et continuai sur l'autoroute, mon cœur battant d'anticipation. Dans 30 minutes, tout allait changer. Caroline pensait qu'elle construisait une nouvelle vie avec Kellerman. Au lieu de cela, elle était sur le point de découvrir que certains ponts, une fois brûlés, ne pouvaient jamais être reconstruits. Le piège était tendu. Tout ce qui restait était de le déclencher. L'abattoir abandonné se trouvait sur 40 acres de friche que j'avais acheté il y a 3 ans comme investissement. Caroline pensait que c'était un gaspillage d'argent. Elle était sur le point d'apprendre à quel point elle s'était trompée. Don et Vic avaient fait leur travail parfaitement. Le détournement mis en scène avait l'air assez réel pour tromper une équipe médico-légale. Trop de balles dans la remorque, traces de dérapage sur l'asphalte. Mon camion retrouvé vide 2 miles plus loin sur la route. Le rapport de police montrerait que Wade Mercer avait été la victime d'un braquage professionnel. Caroline et Kellerman étaient attachés à des chaises dans la salle d'abattage principale, leurs bouches couvertes de rubans adhésifs. Le bâtiment sentait encore le vieux sang et la peur malgré des décennies d'abandon. Certaines taches ne disparaissent jamais complètement. Les yeux de Caroline étaient écarquillés de terreur lorsque je retirai son bâillon. Kellerman avait juste l'air en colère. Wade. La voix de Caroline se brisa. Oh mon Dieu. Wade. Que se passe-t-il? Es-tu blessé? Je vais bien. Je tirai une 3e chaise et m'assis en face d'eux. Mieux que bien, en fait. Pour la première fois depuis des mois, je me sens à nouveau moi-même. Ces hommes, dit-elle. Ils t'ont pris aussi. Comment t'es-tu échappé? Je ne me suis pas échappé. Je les ai engagés. La couleur quitta son visage. La compréhension naquit lentement, comme un lever de soleil sur un cimetière. Vous êtes confus, dit Kellerman, retrouvant sa voix. C'est une sorte de crise nerveuse. Du SSPT de votre service militaire. Nous pouvons vous aider. Aider? Je ris. C'est fort de café de votre part. Dites-moi, père, conseillez-vous tous vos paroissiens en couchant avec leurs femmes? Caroline halta. Wade, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? S'il te plaît, fais comme si je ne savais pas. S'il te plaît, continue de vivre ce mensonge. Je plongeai la main dans ma veste et en sortis des copies imprimées de leurs messages textes. J'ai lu chaque message, Caroline. J'ai regardé chaque réunion secrète. Je connais l'opération de contrebande, l'argent, vos plans pour disparaître ensemble. Le sang-froid de Kellerman s'effrita. Vous ne comprenez pas toute la situation. Éclairez-moi. L'argent n'est pas pour nous. C'est pour l'Église. Nous collectons des fonds pour arrêter. Je levai la main. N'insultez pas mon intelligence avec des comptes de fées. J'ai vu les relevés bancaires. 50 000 par mois qui se déversent sur des comptes personnels. Ce n'est pas une affaire d'église. Je me levai et m'approchai d'un crochet à viande rouillée suspendu au plafond. Le métal grinça tandis que je le faisais tourner lentement. Vous voulez savoir ce qui est drôle? J'aurais pu pardonner l'affaire. Les gens font des erreurs. Les cœurs changent. Mais vous prévoyez de prendre le fonds d'études de ma fille, son avenir. Ça, c'est impardonnable. Madison comprendra, dit Caroline désespérément. Quand elle sera plus âgée, elle verra que nous avons fait ce que nous devions faire. Écoute-toi. Tu parles d'abandonner ton propre enfant pour de l'argent et un homme qui ne t'aime pas vraiment. Il m'aime? Les mots explosèrent d'elle. Darius m'aime d'une manière que tu n'aurais jamais pu. Je regardai Kellerman. Est-ce vrai, père? Aimez-vous ma femme? Son silence fut une réponse suffisante. Je retournai à mon sac et en sortis un couteau de chasse, sa lame brillant dans la faible lumière. Caroline commença à hyperventiler. Wade, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Je vais rompre avec Darius. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons arranger ça. Certaines choses ne peuvent être arrangées. Je coupai les cordes qui liaient ses mains et posai le couteau sur le sol entre elle et Kellerman. Mais peut-être pouvez-vous prouver où se trouve réellement votre loyauté. Qu'est-ce que tu veux dire? L'un de vous quittera ce bâtiment vivant. C'est à vous de décider lequel. Caroline fixa le couteau comme si c'était un serpent venimeux. Je ne peux pas. Je ne ferai de mal à personne.
Alors vous mourrez tous les deux ici. Je me dirigeai vers la porte. Votre choix. Faites en sorte qu'il compte. Avant que je n'atteigne la sortie, Kellerman se leva brusquement, sa chaise toujours attachée à son dos. Il se retourna, me frappant à l'épaule avec le cadre en bois. Une douleur me traversa le bras tandis que je trébuchais en arrière. « Cours, Caroline !» cria-t-il, luttant avec ses liens. « Sors d'ici !» Mais Caroline ne courut pas. Elle attrapa le couteau et regarda entre nous, son visage tordu d'angoisse. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je suis tellement désolée. Je pensais qu'elle me parlait. Je me trompais. » Elle enfonça la lame dans la poitrine de Kellerman des deux mains, l'acier disparaissant jusqu'à la garde. Ses yeux s'écarquillèrent de choc et de trahison avant qu'il ne s'effondre sur le sol en béton. Oh mon Dieu! Caroline tomba à genoux assez. Ôtée de lui, le rouge cramoisi se répandant sur sa robe. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Je fixai ma femme, cette femme avec qui j'avais partagé mon lit pendant plus de 2 décennies, la regardant bercer le corps de son amant. Elle m'avait choisi, avait choisi notre famille. Mais la victoire me semblait creuse et étrange. Pourquoi, demandai-je. Elle leva les yeux vers moi, des larmes coulant sur son visage. Parce que Madison a besoin de sa mère, même si je ne mérite pas d'en être une. Le son des sirènes résonna au loin, devenant plus fort à chaque seconde. Quelqu'un avait appelé la police, probablement l'un des voisins qui avait entendu Kellerman crier. Caroline. Je m'agenouillai à côté d'elle. Écoute-moi très attentivement. Quand la police arrivera, voici ce qui s'est passé. La police arriva 12 minutes plus tard, leurs lampes de poche perçant l'obscurité comme des projecteurs. Caroline joua son rôle. Épouse parfaitement traumatisée, héroïne malgré elle, victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Ils nous ont pris sur le parking de l'église, dit-elle au détective Medina entre 2 sanglots. 2 hommes avec des outils. Ils nous ont amenés ici et ils allaient nous éliminer. Mais le père Kellerman s'est défendu. Medina était un flic buriné d'une 50aine d'années, le genre qui avait vu assez de misère humaine pour reconnaître un véritable traumatisme. Il a essayé de me protéger. Quand l'un d'eux a détaché mes mains, Darius a saisi un couteau et... C'est arrivé si vite, frissonna-t-elle de manière convaincante. L'homme l'a abattu, puis ils se sont enfuis quand ils ont entendu les sirènes. Je restais assis, enveloppé dans une couverture, jouant le rôle de la victime confuse. Je ne me souviens pas de grand-chose après qu'il m'ait frappé. Où est mon camion? Nous l'avons trouvé abandonné sur l'autoroute 19. Ça ressemble à un détournement professionnel. Medina étudia mon visage. Vous avez de la chance d'être en vie, monsieur Mercey. Tous les deux. Le père Kellerman nous a sauvés, dit Caroline, de nouvelles larmes coulant. Il est mort en nous protégeant. L'histoire résista à l'examen minutieux. Les preuves physiques soutenaient notre version des événements. Signe de lutte, empreinte digitale de Caroline sur le couteau, résidu de tir des balles à blanc que Don et Vic avaient utilisé. Le plus important, c'est que nous étions tous deux des victimes aux yeux de la loi. Ils nous gardèrent à l'hôpital pour la nuit en observation. Caroline dormait par intermittence dans le lit à côté du mien, criant parfois dans ses rêves. Je la regardais dormir et me demandais si elle rêvait de Kellerman ou de l'argent qu'ils avaient prévu de voler. Le lendemain matin, le détective Medina revint avec plus de questions. Le registre de l'église montre des irrégularités, dit-il en s'installant sur la chaise du visiteur. De gros dons qui ne peuvent être attribués à aucun paroissien. L'un de vous deux sait-il quelque chose à ce sujet? Caroline et moi échangeâmes un regard. Le père Kellerman a mentionné des bienfaiteurs anonymes, dis-je prudemment. De riches donateurs qui préféraient rester discrets. Vous a-t-il jamais demandé de gérer des livraisons pour ces donateurs? Juste des provisions pour la banque alimentaire. Le travail caritatif de l'Église. Je haussai les épaules. Rien d'inhabituel. Medina hocha la tête, mais je pouvais voir le scepticisme dans ses yeux. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas le prouver. Des prêtres morts et des paroissiens traumatisés rendaient les enquêtes compliquées. Après son départ, Caroline me saisit la main. Il soupçonne quelque chose. Laisse-les soupçonner. Les preuves racontent une autre histoire. Et l'argent? Les comptes? Quel argent? Pour autant que tout le monde sache, le père Kellerman était un serviteur dévoué de Dieu qui est mort en protégeant son troupeau.
Je lui serrai les doigts. Les seules personnes qui connaissaient l'opération de contrebande sont mortes ou dans cette pièce. Elle hocha la tête, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. La peur est autre chose. Les premières lueurs de compréhension de ce que j'avais vraiment fait. Nous rentrâmes chez nous cet après-midi-là pour trouver notre allée pleine de camionnettes de presse et de voisins inquiets. L'histoire avait déjà fait la une des médias locaux. Prêtre bien-aimé meurt en protégeant ses paroissiens. Caroline et moi étions des héros, des survivants d'un crime aléatoire qui avait coûté la vie à un homme sain. Madison appela moins d'une heure après notre retour. « Papa, j'ai vu les nouvelles. Tu vas bien? Maman va bien? Nous allons bien, ma chérie. Bouleversé, mais bien. Je rentre à la maison. Je peux prendre un bus ce soir. Non. La rudesse dans ma voix me surprit. Reste à l'école. Ta mère et moi avons besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé. P. UIS, Madison, j'adoucis mon ton. Nous allons nous en sortir. Concentre-toi sur tes études. C'est ce que le père Kellerman aurait voulu. Après que j'ai raccroché, Caroline me fixa. C'est notre fille. Elle devrait être ici. Elle devrait être à l'université, vivre sa vie, pas gérer ce gâchis. Je soutins son regard. Le gâchis que tu as créé. Les mots la frappèrent comme un coup physique. Elle s'enfonça dans le canapé, paraissant soudain plus vieille que ses 38 ans. Je sais ce que tu as fait, murmura-t-elle. Le détournement, la grange, tout ça. Tu as tout planifié. Vraiment? La police semblait penser que nous étions des victimes aléatoires. Darius est mort à cause de toi. Darius est mort parce que tu lui as mis un couteau dans la poitrine. Je m'assis en face d'elle. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Elle me regarda un long moment, et je vis l'instant exact où elle réalisa la vérité. Je n'avais pas seulement exposé son affaire ou arrêté leur plan d'évasion. Je l'avais piégé dans une cage de sa propre fabrication, liée par la culpabilité et la complicité. Elle ne pourrait jamais me quitter maintenant. Elle ne pourrait jamais dire la vérité. Elle était mienne pour toujours, qu'elle le veuille ou non. Je te déteste, dit-elle doucement. Je sais. Je pris la télécommande et allumai les nouvelles du soir. Notre histoire était le sujet principal, mais tu apprendras à vivre avec, tout comme j'avais appris à vivre avec sa trahison. Les funérailles eurent lieu un mardi matin gris, avec la moitié de la ville présente. Le père Kellerman avait été aimé par sa congrégation, un pilier de la communauté qui avait conseillé des mariages en difficulté et baptisé d'innombrables enfants. L'homme qu'ils enterrèrent ne ressemblait en rien au criminel que j'avais connu. L'évêque Martinez prononça l'éloge funèbre, sa voix tremblant d'une véritable tristesse. Darius Kellerman était un vrai berger, prêt à donner sa vie pour son troupeau. Son sacrifice nous rappelle que l'amour triomphe de la peur, que la foi peut triompher du mal. Caroline pleura ouvertement au premier banc, jouant le rôle de la paroissienne dévouée pleurant son père spirituel. Je lui tins la main et hochai solennellement la tête aux moments opportuns. Nous étions l'image d'un couple aimant uni dans la tragédie. Mais je remarquai le détective Medina nous observant depuis le fond de l'église, son visage buriné et pensif. Il avait approfondi l'enquête sur les affaires de Kellerman, et les flics intelligents finissaient toujours par trouver ce qu'ils cherchaient. Après la cérémonie, nous fûmes approchés par un jeune homme que je ne reconnaissais pas. Il était grand et mince, avec les yeux sombres et les pommettes saillantes de Kellerman. Madame Mercé, sa voix était hésitante. Je suis Lucas Kellerman. Darius était mon oncle. Le visage de Caroline devint blanc. Lucas, je suis tellement désolé pour votre perte. Merci. Il jeta un coup d'œil nerveux autour de lui. Pourrais-je vous parler en privé? Il y a des choses à propos d'oncle Darius qui, eh bien, qui n'ont pas de sens. Je m'avançai. Je suis Wade Mercé. Si vous avez des questions sur ce qui s'est passé, je serais heureux de. Non. L'interruption de Lucas fut sèche. Je dois parler à Madame Mercé seule. Caroline me regarda impuissante. Wade, peut-être devrais-tu rester. La voix de Lucas était ferme. Monsieur Mercé peut entendre ça aussi. Ça vous concerne tous les deux. Nous trouvâmes un coin tranquille de la salle paroissiale, loin des autres personnes en deuil. Lucas sortit un téléphone portable et nous montra un message texte. Ceci venait du téléphone d'oncle Darius 2 heures avant sa mort. Urgence.
Rendez-vous à l'ancienne propriété des Wilson. Venez seul. Il regarda Caroline. Vous étiez censé le rencontrer, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que vous voulez dire, dit Caroline, mais sa voix tremblait. J'ai trouvé d'autres messages sur son téléphone, des mois de messages, des plans pour quitter la ville, des numéros de compte bancaire, des horaires d'itinéraire. Les yeux de Lucas se durcirent. Il n'était pas l'homme que tout le monde pensait qu'il était. Votre oncle était un homme bon qui est mort en protégeant des innocents, dis-je calmement. Quoi que vous pensiez avoir trouvé. J'ai trouvé des preuves de contrebande de pilules, utilisant les ressources de l'Église, vous utilisant, Monsieur Mercé, et vos itinéraires de livraison. Il rangea le téléphone dans sa poche. La question est, à quel point étiez-vous au courant? Le coup intelligent était de tout nier, d'exprimer choc et indignation, d'exiger des preuves. Mais Lucas avait la même intelligence dans les yeux que son oncle avait possédé. Il ne se laisserait pas tromper par des théâtralités amateurs. Rien, dis-je. Nous ne savions rien. Alors pourquoi mon oncle est-il mort? Caroline retrouva sa voix. 9, parce qu'il a essayé de nous sauver. Parce qu'il était courageux et bon. Parce qu'il volait l'église pour financer une liaison avec une femme mariée. Les mots de Lucas coupèrent son déni comme une lame. Je sais pour vous deux, Madame Mercé. Je sais pour l'argent, les plans, tout. Que voulez-vous, demandai-je. Justice pour mon oncle, pour l'église, pour tous ceux qui l'a blessé. Lucas se leva. Je vais à la police. Avec quoi? Des messages textes? Des soupçons. Je secouai la tête. Votre oncle est mort en héros. Ne détruisez pas sa mémoire pour des théories du complot. Peut-être avez-vous raison. Lucas sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Peut-être que je devrais simplement laisser les chiens dormir. Il s'éloigna, nous laissant Caroline et moi seuls avec nos secrets. Il sait, murmura Caroline. Il sait tout. Il soupçonne. C'est différent. Et s'il va voir le détective Medina? Alors nous nous en tenons à notre histoire. Kellerman est mort en nous protégeant des criminels. Lucas est un neveu en deuil qui cherche quelqu'un à blâmer. Je lui serrai l'épaule. Nous sommes allés trop loin pour nous effondrer maintenant. Mais je pris une note mentale de garder un œil sur Lucas Kellerman. Les ennemis intelligents étaient les plus dangereux. 3 jours plus tard, Lucas vint à notre maison. C'était le soir et Caroline prenait un bain à l'étage. J'ouvris la porte et le trouvai debout sur notre porche, un sac à dos en bandoulière. Monsieur Mercé, nous devons parler. Il est tard, Lucas. C'est important. Il me dépassa et entra dans le hall sans y être invité. J'ai fouillé les affaires d'oncle Darius, j'ai trouvé des choses intéressantes. Il ouvrit son sac à dos et en sortit une chemise en carton. À l'intérieur se trouvaient des photographies, Caroline et Kellerman s'embrassant, des relevés bancaires, des manifestes d'expédition avec ma signature. Tout ce que je pensais avoir détruit. Assurance, dit Lucas, observant mon visage. Oncle Darius gardait des copies de tout au cas où ses partenaires essaieraient de le trahir. Je ne sais pas ce que vous pensez que cela prouve. Ça prouve que vous étiez dans le coup depuis le début. La contrebande, le blanchiment d'argent, tout ça. Il sourit froidement. Ce qui signifie que votre histoire de victime est du pur bluff. Je fermai la porte d'entrée et tournai le verrou. Que voulez-vous? La vérité? Sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. La vérité? Je ris. La vérité, c'est que votre oncle était un criminel qui a séduit ma femme et a essayé de voler de l'argent à des gens qui lui faisaient confiance. La vérité, c'est qu'il a eu exactement ce qu'il méritait. Et ma tante Caroline, qu'est-ce qu'elle méritait? La question resta suspendue dans l'air entre nous comme une arme chargée. Caroline apparut en haut des escaliers, ses cheveux humides du bain, vêtue d'une robe de chambre en éponge. Wade, qui est à la porte? Lucas Kellerman, lui criai-je. Il a quelques questions sur son oncle. Elle commença à descendre les escaliers, ses pieds nus silencieux sur la moquette. Lucas, qu'est-ce que tu fais ici? Obtenir des réponses. Il brandit les photographies. À commencer par celle-ci. Caroline vit les images et s'arrêta à mi-chemin des escaliers, son visage devenant pâle. Où as-tu eu ça? Oncle Darius gardait tout. Chaque réunion, chaque paiement, chaque mensonge.
Lucas étala les photos sur notre table basse comme s'il distribuait des cartes. Il ne vous faisait confiance à aucun de vous deux. Un homme intelligent. Je m'approchai de lui, remarquant la façon dont il favorisait son côté gauche. Vous êtes bouleversé, en deuil. Ce n'est pas le moment de faire des accusations folles. Des accusations folles? Il sortit un enregistreur numérique. Que diriez-vous des propres mots d'oncle Darius? L'appareil s'anima, et la voix de Kellerman emplit notre salon. Caroline pense que Wade n'est qu'un idiot utile, mais je n'en suis pas si sûr. Les militaires sont dangereux quand ils se sentent trahis. Si quelque chose m'arrive, cherchez Wade Mercer en premier. Caroline s'effondra sur la dernière marche, ses genoux cédant. Oh mon Dieu! Il a fait cet enregistrement il y a 3 semaines, dit Lucas. Il a appelé ça sa police d'assurance. Je suppose qu'il était plus intelligent que je ne le pensais. J'étudiai le visage du jeune homme, cherchant des indices. Quel est votre jeu, Lucas? Chantage. Justice. Il rangea l'enregistreur. Je vous donne une chance de me dire ce qui s'est réellement passé. Toute la vérité. Si vous ne le faites pas, j'apporte ça au détective Medina demain matin. La pièce devint silencieuse à l'exception du tic-tac de l'horloge de grand-mère de Caroline. Je pouvais entendre sa respiration superficielle et paniquée. Elle s'effondrait et Lucas le voyait. Peut-être devrais-je faciliter les choses, dit-il, sortant son téléphone. Madame Mercer, avez-vous éliminé mon oncle? Caroline me regarda désespérément. Je ne peux pas Wade, dis-lui. Lui dire quoi? Que tu as poignardé un homme dans la poitrine? Que tu as choisi ta famille plutôt que ton amant? Je m'assis à côté d'elle sur les marches. Dis-lui la vérité, Caroline. Tu lui dois au moins ça. Elle recommença à pleurer. De profonds sanglots qui secouaient tout son corps. Je ne voulais pas Wade m'a forcé à choisir. Il a dit que l'un de nous devait mourir, et je ne pouvais pas laisser Madison. Lucas la fixa, choqué. Vous l'avez vraiment éliminé? C'était de la légitime défense, dis-je calmement. Votre oncle m'a attaqué quand j'ai découvert leur liaison. Caroline m'a sauvé la vie. Des conneries. Lucas se leva, ses mains serrées en poing. Vous avez orchestré le tout. Le faux détournement, le bâtiment abandonné, tout. Prouvez-le. Je le ferai. Il commença à ramasser les photographies. Le détective Medina va adorer ça. C'est alors que Caroline nous surprit tous les deux. Elle se jeta en avant et saisit l'enregistreur numérique, le fracassant contre le plancher en bois dur. Le boîtier en plastique se fissura et les composants internes se dispersèrent. Plus jamais, dit-elle, sa voix plus forte que je ne l'avais entendue depuis des mois. Je ne te laisserai pas détruire ce qu'il reste de notre famille. Lucas plongea pour les morceaux cassés, mais je fus plus rapide. La formation militaire à la vie dure. Je l'attrapai par le poignet et le tordis, le faisant s'étaler sur la table basse. Doucement, fiston. Tu es chez moi maintenant. Il se releva. Du liquide chaud coulant d'une coupure sur son front. Vous ne pouvez pas arrêter ça. J'ai des copies de tout. Vraiment? Je souris. Où avez-vous mis tous vos œufs dans le même panier, comme votre oncle? L'incertitude dans ses yeux me dit que j'avais raison. Lucas était jeune, impulsif, poussé par le chagrin et une colère juste. Il avait apporté sa seule preuve pour nous confronter directement au lieu de la sécuriser d'abord. Erreur. Sors d'ici, dit Caroline en se levant. Sors de notre maison. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. J'ouvris la porte d'entrée. Votre oncle était un criminel qui est mort en commettant un crime. C'est le compte rendu officiel, et c'est comme ça que ça restera. Lucas se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Vous pensez avoir gagné, mais ce n'est pas le cas. Les gens finiront par découvrir la vérité. C'est toujours le cas. Peut-être, mais pas aujourd'hui. Après qu'il soit parti, Caroline et moi restâmes dans notre hall d'entrée, entourés de photographies éparpillées et de plastique cassé. Les preuves de nos crimes jonchaient le sol comme des feuilles d'automne. Est-ce fini? Demanda-t-elle. Non, Lucas continuera à fouiller, à poser des questions. C'est le neveu de son oncle. Je commençais à ramasser les photos. Mais nous avons gagné du temps. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Brûlez-les,
avec tout ce que Kellerman a laissé derrière lui. Je regardais ma femme, cette femme qui avait agi pour la survie de notre famille. Nous enterrons le passé, Caroline. Tout ça. Elle hocha la tête, mais je pouvais voir la peur encore tapie dans ses yeux. Peur de la découverte, des conséquences, de l'homme qui était devenu son mari. Bien. La peur la maintiendrait honnête. Madison rentra à la maison pour les vacances de Thanksgiving, 3 semaines après la visite de Lucas Kellerman. Elle avait l'air plus âgée d'une certaine manière, comme si l'université l'avait fait vieillir au-delà de ses 17 ans. Elle me serra fort dans ses bras à l'aéroport, et un instant, je me sentis comme le père que j'étais autrefois. « Tu as l'air fatigué, papa » dit-elle alors que nous rentrions. « Tu dors bien ?»« De mauvais rêves parfois. C'est normal après un traumatisme. » « As-tu pensé à une thérapie ? Ils ont des groupes de soutien pour les victimes de crimes. » « Des victimes de crimes ? Si seulement elle savait. Ta mère et moi le gérons à notre manière. La maison semblait différente avec Madison à l'intérieur. Plus chaude, plus vivante. Elle remplissait la cuisine de rire en aidant Caroline à cuisiner. Racontait des histoires sur ses professeurs et ses nouveaux amis. Rendait tout normal à nouveau. Mais la normalité était une illusion que nous ne pouvions maintenir que si longtemps. Le vendredi soir, tandis que Caroline était à l'épicerie, Madison me trouva dans mon bureau, examinant des papiers d'assurance. Elle frappa à l'encadrement de la porte, puis entra sans attendre la permission. « On peut parler, papa ?»« Bien sûr, princesse. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Elle referma la porte derrière elle et s'assit en face de mon bureau. J'ai pensé à ce qui s'est passé, au père Kellerman et aux hommes qui t'ont pris. Madison, laisse-moi finir. Elle se pencha en avant, c'est sérieux. Quelque chose ne colle pas. J'ai lu chaque article de presse, regardé chaque interview. Ton histoire ne change jamais, pas même les petits détails. C'est trop parfait. Mon sang se glaça. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que la plupart des victimes de traumatisme ont des souvenirs incohérents. Elles se trompent sur les chronologies, mélangent les détails. Mais toi et maman racontaient exactement la même histoire à chaque fois, comme si vous l'aviez répétée. Elle était trop intelligente pour son propre bien, tout comme son vieux. Les gens traitent les traumatismes différemment, dis-je prudemment. Certains oublient, certains se souviennent de tout avec une clarté parfaite. Peut-être. Elle ramassa un presse-papier sur mon bureau, le tournant dans ses mains. Ou peut-être y a-t-il plus à l'histoire que ce que tu me dis. J'étudiais le visage de ma fille, cherchant des signes de suspicion ou de peur. Au lieu de cela, je vis de la compréhension. Elle ne m'accusait pas. Elle m'offrait une chance de lui faire confiance. Qu'est-ce que tu veux savoir ? La vérité, quelle qu'elle soit. Je restai silencieux un long moment, pesant mes options. Madison était assez intelligente pour reconstituer la vérité tôt ou tard. Mieux valait contrôler le récit que de laisser son imagination s'emballer. Ta mère avait une liaison, dis-je finalement. Avec le père Kellerman. Elle n'eut pas l'air surprise. Ça, j'avais compris. Maman est différente depuis sa mort. Coupable d'une manière qui va au-delà de la perte d'un ami. Ce n'était pas juste une liaison. Ils volaient l'église, prévoyaient de s'enfuir ensemble et de me quitter, et de nous quitter tous les deux. Je tendis la main vers mon tiroir de bureau et en sortis un pendentif en argent, une petite croix que je lui avais achetée pour son 18e anniversaire. J'ai découvert ça il y a 3 mois. J'ai commencé à enquêter. Que as-tu trouvé ? De la contrebande de pilules. Ils utilisaient mes itinéraires de livraison pour transporter des substances, puis blanchissaient l'argent par le billet de faux dons à l'église. Je lui tendis le pendentif. Tes fonds pour l'université faisaient partie de leur plan d'évasion. Les mains de Madison tremblèrent en prenant le collier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là ? Vraiment ? Je les ai confrontés. Les choses ont dégénéré. Kellerman m'a attaqué, moi et ta mère. Je laissai la phrase en suspens. Maman l'a éliminé. Pour me protéger, pour protéger notre famille. Elle resta silencieuse un long moment, digérant tout ce que je lui avais dit. Quand elle parla enfin, sa voix était ferme. Le détournement était faux. Oui. Tu as tout planifié. Oui. Et maintenant, maman ne peut plus jamais te quitter parce qu'elle est aussi coupable que toi. Je regardai ma fille avec un nouveau respect.
Elle comprenait le jeu mieux que je ne l'avais imaginé. Je n'avais pas prévu qu'elle l'élimine, dis-je honnêtement. C'était son choix. Mais tu lui as créé une situation où elle a dû choisir. Madison attacha le pendentif autour de son cou. C'est assez manipulateur, papa. C'est la survie. Ta mère a fait son choix quand elle a décidé de trahir notre famille. J'ai juste fait en sorte que les conséquences retombent sur les bonnes personnes. Et le père Kellerman, méritait-il de mourir? Il allait détruire tout ce que nous avions construit, te voler ton avenir, t'abandonner comme si tu ne comptais pour rien. Je me calai dans ma chaise. Certains péchés ne peuvent être pardonnés, Madison. Certaines personnes ne peuvent être autorisées à blesser ceux que nous aimons. Elle hocha lentement la tête. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous allons de l'avant. Ta mère a appris sa leçon. L'Église se rétablira. Et tu pourras terminer l'université sans te soucier de l'argent. Et Lucas Kellerman? Il est venu te voir, n'est-ce pas? Fille maligne. Il avait des questions. Nous lui avons donné des réponses. Va-t-il causer des problèmes? Plus maintenant. Je lui souris. La famille s'occupe de la famille, princesse. C'est la leçon la plus importante que je puisse t'enseigner. Madison se leva et se dirigea vers la porte, puis marqua une pause, la main sur la poignée. Papa, regrettes-tu? Quoi que ce soit. Je regrette que cela ait été nécessaire. Mais non, je ne regrette pas d'avoir protégé notre famille, même si cela signifie que maman ne te pardonnera jamais. Ta mère apprendra à vivre avec ses choix, tout comme j'ai appris à vivre avec les miens. Je ramassai mes papiers d'assurance. La confiance se gagne, Madison. La loyauté est mise à l'épreuve. L'amour est prouvé par les actions, pas les mots. Elle partit sans un mot de plus, et j'entendis ses pas dans les escaliers alors qu'elle montait à sa chambre. Je lui avais donné beaucoup à réfléchir, plus de vérité que la plupart des parents n'en partageraient avec leurs enfants. Mais Madison n'était pas la plupart des enfants. Elle était ma fille, élevée pour penser stratégiquement et protéger ce qui importait. Elle comprendrait finalement que tout ce que j'avais fait était pour elle. La famille était tout. Le reste n'était que détail. Le printemps arriva tôt cette année-là, apportant un temps doux et le genre d'énergie agitée qui donnait aux gens envie de changer de vie. Caroline était devenue plus silencieuse au cours des mois d'hiver, faisant les choses machinalement, sans la joie qu'elle trouvait auparavant dans les plaisirs simples. Lucas Kellerman avait arrêté son enquête, du moins publiquement. Mais je savais qu'il était toujours là, posant toujours des questions, cherchant toujours des preuves. Les hommes comme lui n'abandonnaient pas facilement. Il était temps d'y mettre fin définitivement. Le plan me vint pendant le service de Pâques, assis dans le même banc où Caroline et moi avions assisté à la messe pendant 15 ans. Le nouveau prêtre était jeune et sincère, rien à voir avec Kellerman. Il parlait de résurrection et de rédemption, de la façon dont Dieu pouvait faire renaître la vie des cendres, mais certaines choses restaient mortes. Certains péchés brûlaient pour toujours. Je passai 2 semaines à rassembler des matériaux, des réservoirs de propane, des mécanismes de minuterie, des accélérants qui ne laisseraient aucune trace. L'église était vieille, construite avec du bois sec qui brûlerait vite et fort. Les pompiers diraient que c'était un accident électrique, peut-être un câblage défectueux dans la sacristie. Au moment où ils trouveraient les corps, il n'en resterait pas assez pour déterminer exactement comment Kellerman et ses complices étaient vraiment morts. Lucas me facilita la tâche. Il venait à l'église tous les quelques jours, fouillant le bureau de son oncle à la recherche de preuves qu'il ne trouverait jamais. Je l'observais de l'autre côté de la rue, chronométrant ses visites, apprenant ses habitudes. La nuit que je choisis, il arriva à 20h30, juste au coucher du soleil. Je lui donnai 30 minutes pour s'installer. Puis je lui envoyai un SMS depuis le téléphone de Caroline. J'ai trouvé quelque chose sur Darius. Rendez-vous dans la sacristie. Viens seul. Il mordit à l'hameçon. J'attendais dans l'ombre quand il entra dans l'église. Il se déplaçait prudemment dans la nef, vérifiant les coins et les portes comme s'il s'attendait à une embuscade. Intelligent garçon. Dommage que l'intelligence ne puisse le sauver de la stupidité. Madame Mercé, appela-t-il doucement. Vous êtes là? Je sortis de derrière lui. Elle ne vient pas, il se retourna, mais j'étais déjà en mouvement. Le taser le frappa en plein milieu, 50 000 volts, le faisant tomber sur le sol en pierre. Il convulsa pendant 10 secondes, puis devint mou.
Des serre-câbles maintinrent ses mains et ses pieds pendant que je le traînais dans la sacristie. Les réservoirs de propane étaient déjà en place, cachés derrière des classeurs et sous des meubles. Le minuteur me donnerait 20 minutes pour m'éloigner avant l'explosion. Lucas reprit connaissance alors que je faisais les derniers préparatifs. Ses yeux se posèrent sur moi avec une haine si pure qu'elle était presque admirable. Vous allez m'éliminer. Vous allez vous éliminer vous-même. Un accident tragique lors d'une recherche nocturne de preuves concernant les crimes de votre oncle. Je vérifiai le mécanisme de minuterie une fois de plus. Fuite de gaz. Étincelle électrique. Boum. Très triste. Ils sauront que c'était un homicide, n'est-ce pas? Un neveu en deuil, dévasté par le décès de son oncle, revient sur les lieux à la recherche de réponses. Déclenche accidentellement une explosion de gaz en fouillant de vieux papiers. Je haussai les épaules. Ça arrive. Caroline saura. Caroline saura ce que je lui dirai de savoir. Je me levai et me dirigeai vers la porte, tout comme elle a su éliminer votre oncle quand je lui ai donné le choix. Attendez. Sa voix était désespérée. Je vais arrêter d'enquêter. Je vais quitter la ville. Vous ne me reverrez plus jamais. Trop tard pour ça. Vous auriez dû partir quand je vous en ai donné la chance. Je tendis la main vers la poignée de porte, puis marqua une pause. Quelque chose n'allait pas. L'église était trop silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Monsieur Mercé, une voix appela de la nef. Monsieur Mercé, vous êtes ici? Le détective Medina. Je regardai Lucas, qui souriait malgré sa situation. Je l'ai appelé avant de venir. Je lui ai dit que j'avais de nouvelles preuves sur le décès de mon oncle. Le minuteur affichait 18 minutes restantes. Pas assez de temps pour annuler et réinitialiser. Je devrais improviser. Reste tranquille, murmurai-je à Lucas. Un mot et je m'assurerai que tu brûles vif au lieu de mourir rapidement. J'ouvris la porte de la sacristie et pénétrai dans la nef, la refermant derrière moi. Medina se tenait pr. Est-ce de l'hôtel, sa main posée sur son arme de service. Détective, vous travaillez tard ce soir. J'ai reçu un appel de Lucas Kellerman. Il a dit qu'il avait des informations sur la nuit où le père Kellerman est mort. Les yeux de Medina étaient vifs, alertes. Il a dit qu'il rencontrait quelqu'un ici. Je ne l'ai pas vu. Je suis venu chercher des papiers que Caroline a laissés dans le bureau. Quel genre de papiers? Des formulaires d'assurance pour le soutien psychologique post-traumatique. Je souris et commençai à marcher vers la sortie. Vous savez ce que c'est avec la paperasse, détective. Sa voix m'arrêta net. Je m'intéresse à votre affaire depuis 6 mois. Quelque chose ne me semble pas juste dans votre histoire. Je suis désolé que vous ressentiez cela. Le détournement était trop propre. Un travail professionnel, mais ils ont laissé pour 50 000 $ de pilules dans votre remorque. Quel genre de voleur dérobe un camion mais laisse la cargaison de valeur? 16 minutes. Il faudrait leur demander si vous pouvez les trouver. Oh, je les ai trouvés. Donc Harvey et Vic Santos, tous deux ex-militaires, tous deux avec des antécédents de vol à main armée. Medina s'approcha. Ils ont été très coopératifs une fois que je leur ai expliqué les peines pour homicide lors de la commission d'un crime grave. Le monde bascula de côté. Don et Vic m'avaient trahi. Tout s'effondrait. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ils m'ont parlé du faux détournement, de la scène de crime mise en scène, comment vous les avez payés 5 000 chacun pour que ça ait l'air réel. L'arme de Medina était maintenant dans sa main, pas tout à fait pointée sur moi, mais prête. La seule chose qu'ils n'ont pas pu me dire, c'est pourquoi. 15 minutes. Détective, je pense qu'il y a une sorte de malentendu. Où est Lucas Kellerman? Je vous ai dit que je ne l'ai pas vu. Un bruit survint de la sacristie. Puis un autre. Lucas essayait de se libérer. Medina l'entendit aussi. Son arme se leva, pointant directement sur ma poitrine. Ouvrez la porte, monsieur Mercé. Détective, vous devez partir tout de suite. Ouvrez la porte. 14 minutes. J'avais 2 choix. Je pouvais me rendre, tout avouer, espérer une négociation de peine qui pourrait me garder hors de la chaise électrique, ou je pouvais finir ce que j'avais commencé, et gérer les conséquences plus tard. Vous avez raison pour le détournement, dis-je, levant les mains. C'était faux, mais pas pour les raisons que vous pensez. Alors expliquez-moi.
Caroline était victime de chantage. Quelqu'un avait découvert sa liaison avec Kellerman et réclamait de l'argent pour se taire. Je fis un pas en arrière vers la porte de la sacristie. J'ai mis en scène le détournement pour faire croire que nous étions des victimes, pas des criminels. Qui était ce maître chanteur? Un autre pas en arrière. Je n'ai jamais su. Il communiquait par lettres anonymes, des appels téléphoniques intraçables. Medina n'était pas convaincu, mais il écoutait. Les flics aimaient les histoires, même les mauvaises. La nuit où Kellerman est mort, il nous a appelés au bâtiment abandonné. Il a dit qu'il savait qui était le maître chanteur, que nous pouvions y mettre fin définitivement. Un pas de plus, mais c'était un piège. Le maître chanteur nous attendait. Et ce mystérieux maître chanteur s'est justement fait éliminer pendant la lutte. Légitime défense. Caroline a attrapé le couteau pour se protéger. Des conneries. Le doigt de Medina se posa sur la gâchette. Vous avez éliminé Kellerman parce que vous avez découvert l'affaire. Tout le reste n'est que dissimulation. 12 minutes. Je me jetai sur la porte de la sacristie, l'ouvrant brusquement. Lucas était au sol, le rouge cramoisi coulant de son nez là où il avait essayé de se libérer. Les réservoirs de propane étaient clairement visibles, connectés à des mécanismes de minuterie que n'importe quel flic reconnaîtrait comme une bombe. Jésus-Christ, souffla Medina. Je saisis Lucas par la gorge et le tirai sur ses pieds, l'utilisant comme bouclier humain. Posez votre arme, détective. Monsieur Mercey, ça suffit. Lâchez le garçon. Je ne peux pas faire ça. Le minuteur affichait 11 minutes. Vous devez partir, tous les deux. Tout de suite. Je ne partirai pas sans Lucas. Alors vous allez tous les deux mourir ici. C'est alors que Caroline apparut dans l'embrasure de la porte de l'église, son visage pâle d'horreur. Wade, que se passe-t-il? Caroline, sors d'ici. Mais elle ne courut pas. Elle s'avança dans l'allée vers nous, les mains levées paisiblement. Détective Medina, s'il vous plaît, rangez votre arme. Nous pouvons arranger ça. Votre mari est sur le point de commettre un homicide de masse, Madame Mercey. Non, il ne le fera pas, elle me regarda avec quelque chose qui aurait pu être de l'amour ou de la pitié. Wade, ce n'est pas toi. Ce n'est pas la personne que nous avons élevée pour Madison. 10 minutes. Madison n'a pas besoin de savoir. Rien de tout ça ne doit la toucher. Ça l'a déjà fait. Penses-tu qu'elle pourra vivre avec elle-même en sachant ce que nous avons fait? Ce que tu es sur le point de faire? Je regardais ma femme, cette femme qui m'avait trahi et avait agi pour moi et essayait maintenant de me sauver de moi-même. Peut-être avait-elle raison. Peut-être étais-je allé trop loin. Ou peut-être n'était-elle qu'un autre ennemi qu'il fallait éliminer. Caroline, dis-je doucement, cours. Au lieu de cela, elle s'interposa entre moi et l'arme du détective Medina. J'ai éliminé le père Kellerman. Wade n'y est pour rien. Caroline, ne fais pas ça. Je l'ai éliminé parce que j'ai découvert l'argent qu'il volait. Les pilules qu'il faisait passer en contrebande. Sa voix était claire et forte. Wade essayait de me protéger en dissimulant tout. Medina garda son arme pointée sur moi. Madame, éloignez-vous de votre mari. Je ne vous laisserai pas détruire ce qu'il reste de notre famille. Elle se tourna pour me regarder. Éteins le minuteur, Wade. Laisse Lucas partir. Arrête ça. 9 minutes. Je ne peux pas. C'est aller trop loin. Alors je reste. Elle s'assit sur l'un des bancs, les mains croisées sur ses genoux. Si tu es décidé à tout incendier, je brûlerai avec toi. L'église devint silencieuse, à l'exception du tic-tac du minuteur et de la respiration laborieuse de Lucas. Caroline était assise calmement dans le banc, l'air plus paisible qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Medina maintint sa position, piégée entre son devoir et la certitude que nous allions tous mourir. 8 minutes. S'il vous plaît, halta Lucas. Laissez-moi partir. Oh, je ne dirai rien. Je disparaîtrai. Je le regardais. Ce jeune homme qui avait essayé d'exposer la vérité sur le décès de son oncle. Il me rappelait Madison. Intelligent, passionné, refusant les mensonges faciles. Mais la vérité était un poison. Elle détruirait tout ce qu'elle toucherait. 7 minutes. Je suis désolé, lui dis-je. Mais certains secrets doivent rester enfouis.
C'est alors que l'explosion survint plus tôt que prévu. La déflagration nous projeta tous au sol, des morceaux de pierre et de bois en feu pleuvant du plafond. Le minuteur avait mal fonctionné, ou peut-être l'un des réservoirs de propane avait-il été endommagé pendant notre lutte. Quoi qu'il en soit, l'église brûlait, et nous étions piégés à l'intérieur. L'arme de Médina avait été éjectée de ses mains par l'explosion. Il était inconscient, le rouge cramoisi s'écoulant d'une blessure à la tête. Lucas était coincé sous une poutre tombée, ses jambes tordues à un angle inhabituel. Caroline avait disparu. Je la trouvais à 6 mètres, écrasée sous une section du toit effondré. Ses yeux étaient ouverts, fixant les chevrons en feu au-dessus de nous. Le rouge cramoisi formait une flaque sous sa tête. Caroline. Je m'agenouillais à côté d'elle, vérifiant son pouls. Rien. La femme qui avait partagé mon lit pendant 23 ans était morte, éliminée par ma propre main, aussi sûrement que si j'avais tiré une balle. L'ironie ne m'échappa pas. J'avais planifié cette explosion pour éliminer des témoins, pour protéger le secret de ma famille. Au lieu de cela, j'avais détruit la seule personne qui avait jamais vraiment compté pour moi. Monsieur Mercé. Lucas était conscient, criant par-dessus le rugissement des flammes. Aidez-moi. La poutre sur ses jambes était trop lourde pour qu'une seule personne puisse la soulever. Même si je pouvais le libérer, ses blessures semblaient graves. Il n'en sortirait jamais vivant. Mais j'essayais quand même. Peut-être était-ce la culpabilité. Ou peut-être était-ce la dernière lueur d'humanité chez un homme qui était devenu un monstre. Je saisis la poutre et tirai de toutes mes forces. Elle ne bougea pas, laissez-moi, haleta Lucas. Sortez tant que vous le pouvez. Le coup intelligent était de l'abandonner et de s'échapper par la porte latérale. Lucas mourait dans l'incendie, emportant ses accusations avec lui. Le détective Médina pourrait survivre pour raconter son histoire, mais sans témoin ni preuve, ce serait ma parole contre ses soupçons. Je pouvais encore gagner. Au lieu de cela, je saisis Médina sous les bras et le traînai vers la sortie. Le détective était plus lourd qu'il n'y paraissait. Un poids mort qui ralentissait ma progression. La fumée emplit mes poumons, rendant chaque respiration un combat. « Qu'est-ce que vous faites » appela Lucas derrière moi. « Vous ne pouvez pas me laisser ici. » « Je ne laisserai personne. » Je sortis Médina et revins chercher Lucas. La poutre ne bougeait toujours pas, mais je trouvai une section de banc cassé qui servit de levier. 3 minutes d'effort désespéré et Lucas fut libre. Ses jambes étaient gravement brisées, peut-être fracassées. Il cria quand j'essayais de le soulever. « Je ne peux pas vous porter. » Lui dis-je. « Il va falloir m'aider. » Ensemble, nous atteignîmes la porte juste au moment où le toit commençait à s'effondrer. Lucas s'évanouit de douleur à mi-chemin du parking. Je continuai à le traîner jusqu'à ce que nous atteignions l'ambulance arrivée en réponse à l'explosion. Les paramédicaux prirent le relais, chargeant les 2 hommes sur des brancards. Le détective Médina se remuait déjà, ses yeux se posant sur moi avec un mélange de confusion et de reconnaissance. « L'église » marmonna-t-il. « Caroline. »« Je sais. Je suis désolé. » D'autres sirènes approchèrent. Des camions de pompiers, des voitures de police, le cirque qui entourait toujours la tragédie. Je restai sur le parking, regardant Saint-Augustin brûler. Des flammes oranges atteignant le ciel étoilé. Caroline était toujours à l'intérieur. Au moment où les pompiers pourraient entrer en toute sécurité dans le bâtiment, il n'y aurait plus grand-chose à trouver. La femme qui avait éliminé son amant pour sauver sa famille serait rappelée comme une autre victime de l'explosion qui avait détruit l'église du père Kellerman. Monsieur Mercé. Un jeune paramédical s'approcha de moi. « Vous êtes blessé ? Avez-vous besoin d'attention médicale ? » Je vais bien. Mais je n'allais pas bien. J'avais tout perdu. Ma femme, ma couverture, ma liberté. Le détective Médina se rétablirait et reprendrait son enquête. Lucas survivrait pour témoigner contre moi. La vérité sortirait pièce par pièce jusqu'à ce que tout le monde sache ce que Wade Mercé avait réellement fait. Je pensais à Madison dormant paisiblement dans sa chambre universitaire à 300 miles de là. Dans quelques heures, elle recevrait un appel lui disant que sa mère était morte, que son père était un boucher. La vie que j'avais essayé de protéger pour elle était partie. Monsieur, le paramédical attendait toujours. « Vous êtes sûr que vous allez bien ? » « Non, dis-je, regardant les flammes consumer tout ce que j'avais bâti, défendu et détruit. Je ne crois pas que j'irai un jour à nouveau bien.
Le procès dura 3 semaines. Le détective Medina témoigna du faux détournement, de la scène de crime mise en scène, de la conversation qu'il avait surprise dans l'église en feu. Lucas Kellerman, parlant depuis un fauteuil roulant, raconta au jury la relation de son oncle avec Caroline et les preuves qu'il avait trouvées. Donc Harvey et Vic Santos avaient déjà plaidé coupables de complot en échange de leurs témoignages. Ils décrivirent comment je les avais engagés pour mettre en scène le détournement du camion, comment je les avais payés pour que ça ait l'air réel. Les preuves physiques étaient accablantes. Relevés bancaires montrant les paiements à Don et Vic. Données de téléphone portable me plaçant à l'église la nuit de l'incendie. Analyse forensique de l'explosion qui révéla de multiples points d'ignition et des dispositifs de minuterie. Mon avocat, un défenseur public à l'air fatigué nommé Harrison, fit de son mieux avec une affaire impossible. Il argua que j'avais été poussé à une folie temporaire par la trahison de ma femme, que l'explosion était un accident causé par une fuite de gaz. Il me dépeignit comme une victime des circonstances, un homme bon qui avait craqué sous la pression. Le jury ne fut pas convaincu. Quand ils lurent le verdict, coupable de tous les chefs d'accusation, y compris d'homicide au premier degré, je ne ressentis rien. Pas de colère, pas de peur, pas de regret. Juste le vide là où mon âme était. Madison était dans la salle d'audience ce jour-là, assise au premier rang derrière la table du procureur. Elle avait témoigné plus tôt de notre conversation dans mon bureau, du pendentif que je lui avais donné, de la nuit où j'avais avoué mes crimes. Son témoignage avait été factuel et dévastateur. Elle ne me regarda pas quand ils lurent le verdict. Elle ne me regarda pas pendant le prononcé de la sentence quand le juge me donna la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Elle ne me regarda pas du tout. Cela fit plus mal que le verdict. Le pasteur Horus démissionna de Saint-Augustin 2 jours après ma condamnation. Le conseil de l'Église découvrit des preuves d'irrégularité financière remontant à des années. Argent détourné des dons, fausses contributions caritatives, comptes qui n'existaient que sur le papier. Le scandale fit la une des nouvelles nationales. Les leaders religieux condamnèrent le clergé corrompu. La fréquentation de l'Église diminua. Plusieurs autres prêtres du diocèse firent l'objet d'enquêtes pour des crimes similaires. Les funérailles de Caroline eurent lieu un mardi matin de novembre. Exactement un an après le service de Kellerman, je l'ai regardé sur le système de télévision en circuit fermé de la prison, voyant amis et famille réunis pour pleurer une femme qu'il n'avait jamais vraiment connue. Madison parla au service, sa voix ferme et forte. Elle parla de l'amour de sa mère pour sa famille, de son dévouement au service communautaire, de sa lutte contre des démons personnels qu'il avait finalement consumés. Ma mère a fait des erreurs, dit Madison, debout au pupitre dans une robe noire que je n'avais jamais vue auparavant. Mais elle est morte en essayant de sauver les gens qu'elle aimait. C'est ainsi que je choisis de me souvenir d'elle. Elle avait 18 ans maintenant, légalement adulte, vivant avec la sœur de Caroline dans un autre état. Elle avait repris le nom de jeune fille de Caroline, effaçant le dernier lien entre nous. Je lui écrivais des lettres depuis la prison. De longues pages décousues sur mon enfance, mon service militaire, les premières années de mon mariage quand Caroline et moi avions été heureux. Je lui racontais la nuit où elle était née, comment j'avais tenu sa petite main et promis de la protéger de tout ce qui était sombre et dangereux dans le monde. Elle ne répondit jamais. 5 ans passèrent avant que je ne revoie Madison. Elle vint à la prison un jeudi après-midi de mars, portant un tailleur qui la faisait paraître plus âgée que ses 23 ans. Elle avait obtenu son diplôme universitaire avec mention, décroché un emploi dans un cabinet d'avocats à Chicago, construit une vie qui n'avait rien à voir avec Wade Mercer. « Vous avez bonne mine, dis-je quand ils me conduisirent à la salle de visite. Vous avez réussi. Merci. Elle s'assit en face de moi à la table métallique, ses mains croisées sur ses genoux. Je me marie le mois prochain. Félicitations. Comment s'appelle-t-il? David. C'est un homme bien. Honnête, gentil. Elle marqua une pause. Rien à voir avec vous. Les mots piquèrent, mais je les méritais. Êtes-vous heureuse? Oui. Pour la première fois depuis des années, je suis vraiment heureuse. Elle tendit la main vers son sac à main et en sortit une petite enveloppe. Je suis venu vous donner ceci. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un faire-part de mariage. Écriture élégante sur papier couleur crème. Madison Elizabeth Thompson et David Michael Shen vous prient de leur faire l'honneur de votre présence. Thompson, le nom de jeune fille de Caroline. Le nom que Madison avait choisi pour remplacer le mien. Je ne m'attends pas à ce que vous veniez, dit-elle.
Évidemment. Mais je voulais que vous sachiez que je passe à autre chose. Je construis quelque chose de propre et de bon. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Non, ce n'est pas le cas. Ses yeux étaient durs, impitoyables. Vous vouliez que je sois reconnaissante pour ce que vous avez fait. Vous vouliez que je comprenne que tout était justifié parce que cela protégeait notre famille, n'est-ce pas? Notre famille était déjà brisée, papa. L'affaire de maman, votre obsession du contrôle, les mensonges que nous nous racontions tous pour sauver les apparences. Vous n'avez pas sauvé notre famille. Vous avez juste fait en sorte que tout le monde paie le même prix pour sa destruction. Je fixais le faire-part, pensant au mariage auquel je n'assisterai jamais, aux petits-enfants que je ne rencontrerai jamais, à la vie que ma fille construirait sans moi. Penses-tu jamais au pardon, demandai-je. Tous les jours. J'ai pardonné à maman pour sa liaison, pour les choix qui ont mené à sa fin. J'ai pardonné au père Kellerman de l'avoir manipulé. J'ai même pardonné à Lucas Kellerman pour les choses qu'il a dites sur notre famille pendant le procès. Mais pas moi. Pas vous. Elle se leva, lissant sa jupe. Vous aviez le choix, papa. À chaque étape, vous auriez pu choisir différemment. Vous auriez pu confronter maman directement, exiger une thérapie, divorcer. Au lieu de cela, vous avez choisi la manipulation et l'homicide. J'ai choisi de protéger ce qui importait. Vous avez choisi la vengeance. Tout le reste n'était que rationalisation. Le garde signala que l'heure de visite était terminée. Madison ramassa son sac à main et se dirigea vers la porte sans regarder en arrière. Madison, l'appelai-je. Je t'aime. Elle arrêta sa main sur la poignée de porte. Un instant, je pensais qu'elle pourrait se retourner, offrir un petit geste de réconciliation. Au lieu de cela, elle dit, je sais. C'est ce qui rend cela si triste. Puis elle fut partie. Je retournai à ma cellule et m'allongeai sur ma couchette étroite, fixant le plafond. Dehors, par ma fenêtre, je pouvais voir un morceau de ciel, des nuages gris se déplaçant à l'horizon comme de la fumée d'un incendie lointain. Parfois la nuit, je rêvais de l'église en feu. Dans mes rêves, je sauvais Caroline au lieu du détective Medina. Je la portais hors des flammes et nous partions ensemble, laissant derrière nous nos anciennes vies. Nous trouvions une petite ville quelque part où personne ne connaissait nos noms et nous recommencions. Mais je me réveillais toujours seul dans ma cellule, entouré de murs de béton et de barreaux d'acier. Caroline était morte. Madison était perdue pour moi. Tout ce que j'avais combattu pour protéger avait disparu. L'ironie était parfaite. J'avais entrepris d'enterrer les saints Caroline et Kellerman, les pécheurs qui avaient trahi tout ce qui était sacré. Au lieu de cela, je m'étais enterré moi-même. Wade Mercer, l'homme qui aimait sa famille plus que sa propre âme, était aussi mort que les gens du cimetière de Saint-Augustin. Ce qui restait n'était qu'un fantôme hantant une cellule de 6x8, rejouant les mêmes erreurs encore et encore dans une boucle sans fin de mémoire et de regrets. Les nuits calmes, quand la prison était immobile et sombre, j'entendais parfois le son des flammes crépitant au loin. Le feu que j'avais allumé n'avait jamais vraiment cessé de brûler. Il avait consumé l'église, mon mariage, l'amour de ma fille, ma liberté. Mais il avait aussi consumé la vérité. Les secrets de Caroline moururent avec elle. Les crimes de Kellerman furent enterrés sous les décombres de son sanctuaire. L'argent, les pilules, le réseau de corruption, tout cela réduit en cendres et en fumée. J'avais gagné à ma manière. Les saints étaient enterrés comme je l'avais prévu. Je n'avais juste pas réalisé que je serais enterré avec eux. En fin de compte, c'était la punition la plus appropriée. Wade Mercer, l'homme qui avait essayé de tout contrôler, avait perdu le contrôle de sa propre histoire. Il était devenu un autre conte moralisateur, un autre exemple de la façon dont un homme bon pouvait tomber loin quand il confondait l'amour avec la possession, la protection avec la domination. Le feu avait tout consumé sauf la vérité. Certains péchés ne peuvent être pardonnés. Certains dommages ne peuvent être réparés. Et certaines tombes contiennent plus que des os. Elles contiennent les rêves des gens qui les ont creusés. Rire.